Nous allons parler de la classification des sols dans cette présentation. Alors, les grains solides d'un sol sont classés selon leur taille. Alors, nous reviendrons un peu sur la notion de taille en considérant, par exemple, ici, si je considère essentiellement le diamètre moyen des éléments, le diamètre moyen des grains, on peut distinguer différentes catégories. On peut distinguer ce qu'on appelle les cailloux. Les cailloux, c'est tous les grains de diamètre D compris entre 20 et 200 mm. Il y a aussi les graves, bien les graviers, qui ont des diamètres compris entre 2 et 20 mm. Il y a les sables grossiers, les sables gros, qui ont un diamètre compris entre 0,2 et 2 mm. Il y a les sables fins, c'est-à-dire entre 20 micromètres et 0,2 mm. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les limons. Les limons, on les appelle aussi les siltes. Les limons sont les grains de diamètre compris entre 20 micromètres et 2 micromètres. Par contre, tous les grains de diamètre inférieurs à 2 micromètres, on les appelle des argiles. Donc, si vous entendez parler d'argile, argile sur le plan granulométrique. Donc, ça, c'est la définition d'une argile, mais sur le plan granulométrique. Parce qu'on verra plus tard qu'on peut définir argile sur le plan minéralogique. Mais là, nous sommes dans la définition, dans les définitions justement granulométriques. Donc, ce qui fait que donc, en fonction du diamètre moyen, on définit les cailloux, les graves, les gros sables, les sables fins, les limons et les argiles. Alors, c'est une classification qui est variable selon les pays. Alors, vous allez voir que si je prends justement ces différentes familles, on peut regrouper ces différentes familles encore en deux grandes familles. Ce qu'on appelle les sols pulvérulents. Les sols pulvérulents, c'est les sols grossiers. On les appelle aussi les matériaux granulaires. Si vous regardez, c'est les cailloux, c'est les graves et les sables. C'est des sols qui sont des sols très perméables, qui contiennent des grains solides de diamètre plus ou moins élevé, des sables jusqu'aux cailloux. Il y a aussi ce qu'on appelle les sols fins. Les sols fins, on les appelle aussi les sols cohérents. C'est quoi? C'est les limons et les argiles. C'est ça qu'on appelle les sols fins ou les sols cohérents. Ces deux grandes familles de sols, en fonction de leur diamètre, c'est important de les distinguer. Pourquoi? Parce qu'ils auront totalement des comportements totalement différents face justement à l'eau. Donc, les sols pulvérulents seront des sols très perméables à l'eau, tandis que les sols fins seront des sols plus ou moins dont la perméabilité est plus ou moins faible. Donc, on peut aussi regarder la forme des grains. Au-delà des dimensions, il y a aussi la forme, parce que les grains d'un sol peuvent avoir des formes arrondies, peuvent avoir des formes sous-arrondies, peuvent avoir des formes angulaires, peuvent avoir des formes sous-angulaires. Tout dépend de l'histoire de ce sol lors du transport. Si c'est des sols issus donc d'un long transport durant lequel le grain a été arrondi. Hein. Donc, tout dépend donc de cette histoire-là, du processus de formation donc, des grains qui peuvent jouer un peu sur la forme des grains. Alors, avant de faire la classification, il faut encore regarder un certain nombre de caractéristiques, hein, notamment ce qu'on appelle l'analyse granulométrique. Donc, pour connaître les grains, il faut faire ce qu'on appelle une analyse granulométrique. Alors, l'analyse granulométrique a pour but
Donc, de déterminer les proportions pondérales de grains de différentes tailles quand même dans un sol. Pourquoi? Parce que les grains d'un sol ont des dimensions variables. Ça va dire de quelques micromètres à quelques dizaines de centimètres, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, la granulométrie, c'est quoi? C'est la distribution massique des grains suivant leurs dimensions. Alors, comment avoir cette granulométrie? Elle peut se faire donc de deux façons. Il y a ce qu'on appelle le tamisage pour les sols pulvérulents. Pour les sols pulvérulents, c'est-à-dire tous les sols de grains, on va le dire comme ça, tous les grains de diamètre supérieur à 80 micromètres. Si vous prenez la norme NFP 94056, donc, vous pouvez faire donc, le tamisage pour tous les grains de diamètre supérieur à 80 micromètres. En ce moment, vous allez utiliser une colonne de tamis emboîtée du haut vers le bas, de mailles décroissantes du haut vers le bas, du haut vers le bas. La maille, elle est décroissante. On va utiliser donc des tamis. Les tamis sont des mailles carrées. Il y en a qui utilisent aussi ce qu'on appelle des passoires. Des passoires sont des trous circulaires. En ce moment, on le fait à sec pour les gros grains, comme on peut le faire sous l'eau pour les sols cohérents où les fibres risquent de s'évaporer. Donc, en ce moment, on fait l'analyse granulométrique par tamis, par tamisage. Alors, pour les grains les plus fins, en ce moment, on fait l'essai de sédimentométrie. Donc, si vous lisez la norme NFP 94057, ça vous donne les détails. Donc, ce qu'on appelle l'essai sédimentométrie. Donc, l'essai sédimentométrique consiste à mettre en suspension dans l'eau tous les particules inférieures à 80 micromètres et à les laisser décanter. Alors, les particules de sol vont sédimenter. Alors, ils vont sédimenter à différentes vitesses. Donc, les grains vont aller se sédimenter au fond. Mais les vitesses de sédimentation seront différentes. Pourquoi? Parce que les tailles des grains sont différentes, n'est-ce pas? Plus les grains sont fins, plus la vitesse de décantation est lente. Ça, c'est une loi physique qu'on appelle la loi de Navier-Stokes. La loi de Navier-Stokes sur la vitesse de chute des billes spériques dans l'eau, n'est-ce pas, permet donc de relier le diamètre des grains à leur vitesse de décantation. Regardez dans cette expression, donc la vitesse de décantation, le diamètre des grains, il est là. La vitesse de décantation est là, c'est elle la distance parcourue sur T pendant un temps donné. Donc, la mesure de la densité de suspension par un appareil que vous voyez ici, qu'on appelle le densimètre. Voilà, un appareil qui permet on appelle le densimètre, qui permet donc de mesurer la densité de la suspension, mais on va mesurer cette densité à des intervalles de temps variables. Cela permet donc de calculer à tout moment ce qu'on appelle la proportion de grains de chaque diamètre. La proportion de grains de chaque diamètre. Et à la fin, vous allez voir que donc voilà le densimètre. À la fin, vous allez voir que les résultats seront exprimés maintenant sous forme d'une courbe qu'on appelle la courbe granulométrique qui donne le pourcentage cumulé des éléments de dimension inférieure à chaque diamètre considéré ici. Donc, la courbe granulométrique, vous mettez en ordonnée les pourcentages de passants, on les appelle les pourcentages de Tamisa, et vous mettez en abscisse, ce qu'on appelle le diamètre des grains. Le diamètre des grains, les ouvertures de tamis, les ouvertures de mailles, mais sur échelle logarithmique. Donc, l'axe des ordonnées à une échelle arithmétique, l'axe des abscisses à une échelle logarithmique de base 10. Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs
forme de courbe granulométrique en fonction justement du type de sol. On peut avoir des courbes granulométriques typiques d'argile limoneuse, hein, des courbes granulométriques typiques étalées continues ou discontinues, hein, des granulométries serrées, hein, en fonction justement du type de sol, la forme de la courbe granulométrique sera différente. Donc, vous avez aussi un exemple de courbe granulométrique. Alors, cette courbe granulométrique va être caractérisée par un certain nombre de paramètres, hein, qui caractérisent des diamètres spécifiques, hein, tels que les diamètres D60. Vous allez parler donc de diamètre D60. Vous allez entendre parler donc de D30. Vous allez entendre parler de D10. Par exemple, D60, D30 et D10 sont respectivement les diamètres qui correspondent à 60% ou 30% ou 10% d'éléments de dimension inférieure. Donc, quand on donne D10, D10 signifie le diamètre du tamis qui laisse passer 10% du matériau. D30 signifie le diamètre du tamis qui laisse passer 30% de matériau. D60 signifie le diamètre du tamis qui laisse passer 60% de matériau. C'est important de connaître ces D10, D30, D60 parce qu'ils permettront de calculer deux paramètres essentiels pour un sol. Ce qu'on appelle le coefficient d'uniformité et le coefficient de courbure. Le coefficient d'uniformité, vous le voyez ici, c'est C indice U. C'est quoi? C'est D60 sur D10. Alors, si CU est supérieur à 2, on dit que la granulométrie est étalée. Si CU est inférieur à 2, on dit que la granulométrie est uniforme ou serrée. Donc, ça permet de savoir que c'est une granulométrie étalée. Une granulométrie étalée, c'est quoi? C'est un sol constitué donc de plusieurs familles de grains. Ça veut dire qu'il y a des grains fins, il y a des grains moyens, comme il y a des grains grossiers. Ça, une granulométrie étalée. Par contre, une granulométrie uniforme, c'est un sol constitué donc essentiellement d'une seule famille de grains. On dit que la granulométrie, elle est serrée ou bien elle est uniforme. Il y a aussi le coefficient de courbure. Le coefficient de courbure donne CC, c'est D30 au carré sur D60 fois D10. Alors, ça permet de savoir si le sol est bien gradué ou pas. Hein? Parce que si le sol est bien gradué, les matériaux sont encore plus denses. Bien gradué signifie qu'il n'y a aucune famille de grains qui prédomine sur l'autre. Parce qu'on peut avoir un sol étalé, d'accord, constitué d'éléments moyens, d'éléments grossiers, d'éléments fins, mais peut-être qu'il y a une famille de grains qui prédomine sur l'autre. Alors, si aucune famille de grains ne prédomine sur l'autre, on dit que la granulométrie, elle est bien graduée. D'habitude, elle se matérialise par un coefficient de courbure compris entre 1 et 3. On dit que si le coefficient de courbure est compris entre 1 et 3, on dit que, justement, la granulométrie est bien établie. Donc, l'analyse granulométrique c'est le premier essai qu'on peut faire d'habitude au laboratoire pour identifier tout de suite donc, le type de sol que nous avons. Donc, voilà ici des exemples. Donc, je vous donne ici 3 courbes granulométriques de CU et de CC différents. Donc, vous voyez que, vous voyez ici où CU est égal à 450, la granulométrie est étalée, CC entre 1 et 3, c'est-à-dire que bien graduée. Ici, vous avez un 8, ici, c'est-à-dire que la granulométrie elle est uniforme. Hein? Si vous avez une granulométrie CU55, granulométrie uniforme, mais mal graduée, il y a à peu près une planche là, cette planche-là, qui manque un peu de représentativité dans le sol. Voilà, comme tout à l'heure, on parlait des sols pulvérulents, les sols grenus, et des sols cohérents, des sols fins. Donc, justement, on avait dit que les sols pulvérulents ou les sols grenus, c'était tous les sols de diamètre supérieur à 20 micromètres. Vous mettez dedans les sables, les graves, les cailloux. Et l'exemple typique, c'est le sable. Et puisque c'est des sols grenus, c'est des sols pulvérulents, donc les forces les plus importantes, ce qu'on appelle les forces de pesanteur, n'est-ce pas? C'est des grains insensibles à l'eau.
Donc, ici, ce qui est important, c'est les forces de densité. C'est l'exemple typique des sables. Donc, ce qui fait que le comportement typique d'un sable dépend essentiellement de ce qu'on appelle sa compacité. Donc, en fonction de sa compacité, en fonction de sa densité, donc, un sable sera plus ou moins stable. En tout cas, l'élément pour assurer donc, sa stabilité, on compte beaucoup sur sa compacité. Par contre, les sols fins ou sols cohérents, ce sont les limons et les argiles. Donc, c'est tous les grains de diamètre inférieur à 20 micromètres. Vu que c'est des sols fins ici, donc les effets de surface. Donc, il y a des particules argileuses dans ces sols-là. Et les particules argileuses ne sont pas neutres. D'ailleurs, l'exemple typique, c'est les argiles. Donc, il y a des effets de surface. Il y a des forces d'attraction entre les particules. Ce qui fait que, donc, ici, le comportement de ces argiles-là dépend essentiellement de la quantité d'eau, justement, dans cette argile. Donc, c'est des sols fins, effectivement, en fonction dont la perméabilité est relativement plus ou moins faible. Et donc, c'est des sols, c'est des particules argileuses qui ne sont pas du tout neutres et qui ont une certaine préférence avec la molécule d'eau, fait que les argiles retiennent de l'eau par opposition au sable que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ici, le comportement des sols fins, par exemple, le comportement des argiles va dépendre essentiellement de la quantité d'eau dans l'argile. Donc, vous voyez que sable et à travers sable, les sols plus virulents, et argile, à travers argile, les sols cohérents, les sols fins, sont deux grandes familles qui ont des propriétés géotechniques très, très différentes. L'une, ici, le sable, le sol pulvérulent, dépendant essentiellement de l'état de compacité, et le sol fin dépendant essentiellement du comportement justement de la quantité d'eau dans l'argile. Et à côté, il y a les sols organiques qui sont très riches en matière organique. La matière organique qui a de très mauvaises propriétés géotechniques. D'ailleurs, on verra dans la classification qu'il y aura les sols grenus, les sols fins et les sols organiques. On peut les regrouper justement dans ces grandes familles. Et vous allez voir que quand on verra justement les essais de laboratoire qui permettront d'identifier de caractériser ces sols-là, effectivement, il y a des essais de laboratoire qui se font essentiellement sur des sables. Il y a d'autres qui se font essentiellement sur des sols fins, des sols riches en argile. Alors, je vais insister un peu sur le cas des argiles, parce que c'est un cas particulier, parce que les géotechniciens se méfient toujours des sols argileux. Donc, un bon géotechnicien évite toujours de construire sur ou avec un sol, en tout cas, les sols argileux sont des sols, en tout cas, très particuliers. Pourquoi? Parce que, justement, on l'a dit tout à l'heure, ils sont très sensibles à la présence de l'eau. Hein? Donc, c'est des sols qui peuvent perdre facilement une bonne partie de leur résistance due tout simplement à la présence, à l'arrivée de l'eau. Ce qui fait que donc un ingénieur est toujours prudent quand tu dois construire sur un terrain argileux. Pourquoi? Parce que ces constructions donc sur les argiles, ces sols argileux, sont à l'origine de nombreux désordres qu'on voit dans les constructions, notamment dans les constructions géotechniques. Donc, c'est pour cela que c'est important un peu d'insister sur le cas particulier des argiles. Pour revenir sur la structure des argiles, j'ai déjà dit que les argiles, c'est quoi? On dit que c'est des phyllosilicates. Donc, avec un tétraèdre de base, donc SiO4. Ce qui fait que ici, maintenant, ces tétraèdres vont être assemblés pour former donc des couches, des motifs. Donc, vous allez voir qu'il y aura donc des motifs, donc qu'on appellera des feuillets. Donc, il y aura des feuillets octaédriques d'aluminium et des feuillets tétraédriques
tétraédrique, donc tétraédrique de silicium, de Si, justement. Donc, cette spécificité des argiles, c'est important quand même de les comprendre. Donc, il faut accorder quand même une attention particulière à ces minéraux argileux. Les minéraux argileux, on sait, ils sont produits parfois sur le terrain. Donc, vous pouvez retrouver les minéraux argileux qui sont produits de l'altération. C'est des argiles issus de l'altération d'autres minéraux. Il peut aussi s'agir d'argiles néoformées. En ce moment, ils présentent une structure en feuillet. Hein, les argiles présentent une structure en feuillet. On les appelle d'ailleurs des phyllosilicates. Donc, les feuillets, c'est quoi? C'est plusieurs couches de tétraèdres, hein, et d'octaèdres. Plusieurs couches de tétraèdres et d'octaèdres. Donc, nous avons déjà parlé du cation silicium, Si4+, encadré par des anions O2-.